L'éducation entrepreneuriale consciente développe, dès le plus jeune âge, une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à apprendre, à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, je m'appelle Catherine Coulombe et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Roberto Gauvin, enseignant à la retraite et aussi consultant chez Edunovis. Roberto, tu connais bien le colloque Claire où on se situe aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous dises un petit peu d'où ça vient, ce colloque-là. Écoute, c'est une belle histoire, mais moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'Ouest canadien une dizaine d'années. Donc, je suis revenu autour de l'année 2000, et puis il se passait plein de projets. Il y avait une effervescence par rapport à l'innovation et tout ce qu'on fait. Et puis, à un moment donné, on avait eu la chance d'être invité à Autran, en France, avec des écoles du Québec, avec un de mes bons amis, Mario Asselin. Et puis, il y avait des écoles privées qui avaient été invitées pour participer à la rencontre qui s'appelle les Rendez-vous d'Autran. Et puis, c'était vraiment bien. On a fait une belle présentation là-bas avec des élèves. Et puis, c'était dans le temps que Twitter commençait. Et puis, on avait un genre de réseau avec les personnes qui voulaient innover en éducation. Puis, on s'échangeait des pratiques. Puis, on avait des questions. Puis, on pouvait s'entraider. Et puis, Mario a eu la chance, lui, d'aller au Science Learning Academy à Philadelphie avec Chris Lehman, qui était le directeur de cette école-là à ce moment-là. Excusez. Et puis, quand Mario est revenu, bien évidemment, tout le monde me trouvait chanceux, trouvait que c'était une belle expérience, puis on bloguait à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais Oui. les blogs étaient populaires à ce moment-là. Et puis, moi, j'avais écrit un billet de blog par rapport à la chance que Mario avait, puis comment que ça avait été une belle expérience en France. Et puis, j'ai terminé le blog en disant « À quand un colloque similaire à Philadelphie, mais en français. » Et puis là, c'était comme un petit Hiroshima éducationnel. Tout le monde a dit quelque chose comme, ben écoute, si vous faites de quoi, on embarque, on veut vous aider, on veut que ça arrive. Puis c'est arrivé en 2010 avec l'invitation de plein de monde via les réseaux sociaux pour notre première conférence à ce moment-là. Wow! Donc, il y a une petite pépite qui est née à ce moment-là. Vous avez été inspiré là-bas. C'est ça. Puis on ne savait pas trop comment que ça allait évoluer. Si en 2010, tu m'avais dit qu'on serait encore ici en 2025 à en parler, je t'aurais peut-être pas cru à ce moment-là. Mais c'est vraiment, évidemment, une belle fierté de voir que ça continue. Là. Effectivement. Puis, de ton côté, quelle a été ta contribution dans le colloque? Bien, moi, j'étais directeur ici à l'école. Donc, c'est évidemment au niveau du comité organisateur de faire en sorte qu'on crée un espace pour accueillir ces gens-là. On s'entend, lorsqu'on veut partir de Montréal pour venir à Claire, il faut vraiment avoir envie. Là, on ne vient pas pour les centres d'achat puis les stations d'essence. C'est une toute petite communauté. C'est l'hiver, il fait très froid. Sauf que ça a comme joué à notre avantage parce que du départ, on a dit, nous, on ne peut pas compétitionner avec les grands centres de Montréal et ailleurs, mais on peut compétitionner avec notre accueil. Donc, on a vraiment fait des efforts pour que les gens se sentent accueillis puis qu'ils veulent venir passer du temps. Puis, c'est pas une question de juste partager des connaissances, mais qu'il y ait aussi des liens qui se fassent entre les gens. Parce que je peux vous dire que c'est une mission réussie. Là. Ouais. Puis ça continue, c'est ce qui est intéressant. Puis lorsque tu es innovateur dans une école, souvent on se sent seul. T'sais, on sent qu'on est le petit tannant de l'école, puis on demande tout le temps pour des sous, puis des projets, puis on sent qu'on est tout seul, mais quand on arrive à Claire, on sent qu'on n'est pas tout seul. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après le colloque, la conversation continue sur les réseaux sociaux. Il y a des amitiés qui se font, il y a des gens qui se partagent des ressources, des façons de faire. Moi, je dis tout le temps que c'est pas nécessaire d'aller dans une caverne pour voir s'il y a un ours. On peut demander à quelqu'un d'autre qui a déjà été dans la caverne. Et puis, souvent, on a tendance en éducation de recommencer à réinventer la roue à chaque fois. Bien, il y a plein de belles choses qui se font à plein d'endroits. Claire, ça peut être un catalyseur pour pouvoir voir ces choses-là. Claire devient en sorte une grosse famille, si on veut. C'est un rassemblement annuel. Les gens viennent ici pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait, mais aussi pour créer des liens, créer des relations, le réseautage dans leur milieu. Donc, c'est une belle opportunité. Oui, puis ça peut faire deux choses quand on vient à Claire. Ça peut nous exciter, nous intéresser, puis ça peut nous faire peur aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a plusieurs années d'ouvrage là-dedans. Puis, tu sais, il y a un proverbe africain, comment on mange un éléphant, bien, c'est une bouchée à la fois. Donc, faut le dire aux gens, ça. Donc, quand vous venez à Claire, essayez pas de tout faire ça dans un morceau, vous allez vous décourager. Donc, c'est de prendre quelque chose que vous aimez ou qui vous a marqué, puis essayer de voir si vous pouvez faire un petit changement lundi matin, puis de là, faire boule de neige avec tout ça.
Aussi, le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska a été la toute première école à obtenir le fameux prix Quasar. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien évidemment, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a reçu ce prix-là. Et puis, avec les gens de chez Éducation entrepreneuriale, il y avait tout le processus. Puis, lorsqu'on en a parlé ici à l'école de soumettre une candidature, évidemment, on n'était pas trop sûr, parce qu'il y a quand même des choses, on doit quand même monter un portfolio, on doit quand même présenter des choses. Mais je dois dire que ça a été peut-être la suite naturelle des choses, parce qu'avec tout ce qui s'avait passé à l'école, tout ce qu'on faisait, on avait le programme en vol, on avait les activités avec la communauté. Donc, on était déjà une école entrepreneuriale avant qu'on parle d'entrepreneuriat conscient à l'école. Mais on savait peut-être juste pas ou on mettait pas les bons mots dessus à ce moment-là. Et puis, bon, bien évidemment, on a soumis notre demande, on a été retenu, puis oui, on était la première école Quasar, donc évidemment, c'était beaucoup de fierté. Je te dirais qu'au niveau de la communauté, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais c'était, comme on dit souvent au Nouveau-Brunswick, c'était big. Oui. On était vraiment fiers de tout ça. Et puis même encore à ce jour, on en parle encore, puis là, il y a de nouvelles écoles qui deviennent Quasar ou qui ils se rendent à d'autres niveaux. Mais c'est vraiment... Mais ce qui est important ici, c'est que ça nous a donné la chance de mettre à jour tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une compétition de dire, nous, on en a fait plus qu'un autre. C'est juste de dire, voici tout le chemin qu'on a parcouru avec ces années-là. Puis c'était vraiment un élément de fierté parce qu'on était, lorsqu'on a préparé la demande, on était, je pense, une dizaine de membres du personnel. Et puis, on écrivait, puis à chaque fois qu'on écrivait quelque chose de nouveau, c'était « Ah oui, on a fait ça. Ah oui, on a oublié telle chose. Ah, wow! » Puis c'est là qu'on avait pris un peu de recul pour voir tout le travail. C'était un peu comme quelqu'un qui fait une œuvre d'art ou une peinture, puis là, tu recules pour voir l'ensemble de tout ça. Donc, c'est ce que le prix Quasar nous a permis de faire tout ça, puis d'accompagner, d'aider d'autres écoles, peut-être aussi d'être un guide pour des gens qui veulent justement commencer un parcours entrepreneurial, puis ne savent pas trop comment commencer avec tout ça. Bien, je pense qu'on peut donner un coup de main aux besoins aussi, non? Donc, c'est un super de beau prix qui est bien mérité dans votre situation. Oui, puis ça faisait le tour un petit peu aussi dans le sens que là, on avait comme... Parce qu'on a souvent des doutes hein, quand on fait des choses, puis on a souvent des questions à remplir, puis des fois, les gens comme, pourquoi vous faites ça, comme vous êtes supposé de faire des programmes d'études, puis on dirait que c'est venu mettre un saut d'acceptation sur ce qu'on avait essayé de faire toutes ces années-là. Fait que nous, on l'a pris plus dans le sens que ça nous a donné vraiment une belle tape sur l'épaule pour dire on doit avoir fait quelque chose de bien, puis on continue dans cette voie-là. C'est très bien. Puis en dehors de ça, vous baignez aussi beaucoup dans ce qu'on appelle la cybersécurité. Pour vous, c'est quelque chose d'important à implanter chez nos jeunes et tout. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus de votre rôle là-dedans? C'est un concours de circonstances parce que moi, j'étais directeur ici à l'école. Puis à un moment donné, on m'a proposé de faire un autre travail, donc entre le ministère de l'Éducation puis un organisme au Nouveau-Brunswick qui s'appelait Cyber Nouveau-Brunswick. Puis c'était de bâtir justement des genres d'activités, de programmes d'études pour des jeunes pour justement commencer à en apprendre un petit peu plus au niveau de la cybersécurité. Donc, j'ai accepté avec plaisir. Ça me donnait un nouveau défi. Ça me donnait la chance de prendre un peu de recul aussi avec tout ça. Puis, j'étais comme un peu en fin de carrière. Donc, j'ai accepté. Et puis, ça me donnait la chance de parcourir la province de fond en comble, de travailler avec du côté anglophone. Parce que le Nouveau-Brunswick, c'est une province où il y a un système avec la dualité. C'était des fois plus facile de travailler avec des gens au Québec que de travailler avec des anglophones au Nouveau-Brunswick. C'est pas normal, non? Donc, j'avais la chance d'être le seul employé du ministère francophone qui travaillait en anglais. Okay. C'était intéressant. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, ce que ça nous a permis, c'est de découvrir un monde que j'étais, je dois dire, pas très, très familier au niveau de la cybersécurité. J'aime la technologie, j'aime tout ce qui est techno, mais je suis pas très, très... programmeur ou je suis pas je suis pas capable, par exemple, de changer la mémoire vive dans mon ordinateur ou quelque chose comme ça. Donc, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables. Et puis, travailler avec un organisme qui est Labo Créatif. Cyber NB n'existe plus présentement, mais Labo Créatif a pris un peu le relais. Donc, c'est de s'assurer qu'on est capable de développer du matériel pour les jeunes de la maternelle à la 12e année. Donc, je ne veux pas faire une plug, là, mais si vous allez sur le site de Labo Créatif, ces ressources-là sont disponibles de façon gratuite, là.
Parce qu'il faut le dire, la vie évolue, puis la technologie est de plus en plus présente dans la vie de nos jeunes dès leur plus jeune âge. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, de votre côté, comment qualifieriez-vous, l'importance d'en parler auprès de nos jeunes dès le plus jeune âge? Premièrement, d'en parler avec les adultes, parce que moi, je me rappelle, lorsque je suis arrivé travailler ici, on m'a remis un ordinateur portable. On m'a donné un petit papier avec mon nom de login, puis mon mot de passe, puis on dit, tiens, bonne chance, organise-toi avec ça. Puis on ne parlait pas à ce moment-là de cybersécurité comme telle, ou des possibles arnaques, ou des pièges qu'on pouvait tomber dedans. Fait qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu cette première phase-là d'information qui est quand même très importante. Et puis, on a essayé de le faire sur le tas par après. Puis, il y a des gens, malheureusement, ça a pris un incident de cybersécurité pour en apprendre un petit peu plus ou pour apprendre à se protéger. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir été directeur, puis je me plaignais des mots de passe de 16 lettres pour des enfants de première année. Là. Tu sais, c'était vraiment difficile. Là. Tu arrivais à la salle d'informatique avec 20 élèves, puis par le temps qu'ils réussissent à ouvrir l'ordinateur puis entrer sur l'Internet, il fallait s'en aller. Oui, c'est ça, il restait 5 minutes. Donc, c'était pas propice à l'utilisation des TIC dans les écoles. Maintenant, entre être trop large puis être trop strict, il y a un milieu, un juste milieu. Et puis, donc, ce qu'on a à faire comme adultes, bien, c'est évidemment encadrer nos jeunes dans cette technologie-là, qui, en passant, souvent, on leur achète des choses comme ça en cadeau, des consoles de jeux vidéo, parce qu'on a tendance à penser que c'est seulement sur le courriel qu'on attrape du... Mais il y a aussi des jeux vidéo. Il y a aussi des tablettes, il y a plein de choses, donc il y a plein de possibilités de pièges. Et puis, on a besoin d'avoir cette conversation-là avec nos jeunes. Puis oui, ça prend du temps, puis oui, c'est une autre affaire. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Puis quand on parle de sécurité, c'est une priorité qu'on devrait avoir. Bien, en partant, c'est que j'aime pas utiliser l'expression « un téléphone est comme une arme », mais on peut faire beaucoup de dommages avec un téléphone. Hein? Effectivement. Puis on peut aussi se mettre dans le trouble avec un téléphone, par exemple. Puis on peut se mettre dans le trouble avec plein d'autres affaires aussi, mais c'est juste pour dire qu'il faut avoir cette conversation-là parce qu'on a tendance à remettre ces appareils-là sans trop savoir ce qu'ils vont faire avec ou ce qu'ils peuvent faire avec. On sait ce qu'on n'aimerait pas qu'ils fassent avec, parce que là, on a vu des mouvements où on laissait le téléphone en salle de classe. Là, il y a des écoles qui bannissent les téléphones complètement. Puis on a, tu sais, je veux dire, un moment donné, encore là, c'est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut avoir un peu les deux. Quand tu vas dans une salle de spectacle plein d'adultes, il y a autant de monde sur leur téléphone cellulaire que certains élèves dans certaines salles de classe. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, faut pas aussi juger les jeunes qui sont intéressés d'être là-dessus, mais tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Ça fait que, tu sais, mais je pense qu'on n'a jamais fait un espace pour en parler avec nos jeunes. Ça fait que la cybersécurité, bien, ça nous donne un peu de temps pour faire ça, pour en parler. Connaissez-vous des ressources pertinentes qui peuvent être partagées dans les écoles, dans le milieu éducatif? Bien, évidemment, Labo Créatif a créé des trousses. Ce que j'aime de Labo Créatif, c'est que c'est disponible en anglais et en français. Donc, même des francophones qui enseignent le cours d'anglais peuvent utiliser ces ressources-là aussi. Puis, il y a sur ce site-là aussi plein de ressources de sites web qui sont disponibles gratuitement qu'on peut aller chercher. Encore là, le véhicule qu'on utilise ou les activités qu'on va faire, c'est une excuse pour en parler. Fait que ce soit avec Labo Créatif ou avec d'autres, moi, ce qui est important, c'est qu'on ait la discussion. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on présente des choses aux jeunes, puis on leur demande, vous pensez quoi de ça? Fait que là, quelqu'un va dire à un enfant, je sais pas, en 5e année, oui, ma grand-mère, elle s'est fait prendre, puis là, elle a perdu de l'argent, puis ils ont appelé les polices. Ah oui, puis là, c'est cette discussion-là qui est importante à avoir. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Est-ce que vous voyez des retombées? C'est difficile à mesurer dans le sens qu'on essaie de travailler sur un problème, d'avoir un effet sur quelque chose qui va être à long terme. Sauf que je pense qu'il y a plus de risques à ne pas le faire que de le faire. Puis ce qu'on espère aussi, c'est que les jeunes, les adultes aussi, mais ils vont avoir ce réflexe-là de maintenant critiquer ce qu'ils vont entendre ou ce qu'ils vont lire. On est très gentils, hein? Les Canadiens surtout, là, on suit les règles, puis on a peur de l'autorité des fois, puis si l'agence de revenus nous appelle que notre compte, souvent on va paniquer, puis on va agir rapidement sans trop penser.
Maintenant, il faut apprendre à prendre un pas de recul, puis avoir ce réflexe-là de dire, je ne suis pas certain que je vais faire ça maintenant, je me sens pas prêt, je vais prendre 1 heure pour y penser. Puis, pirate informatique n'aime pas attendre, ça fait que souvent, ils vont raccrocher. Là, Puis, dans votre parcours, vous avez, abordé plusieurs petites voies différentes. Laquelle vous a marqué le plus? Laquelle vous a apporté le plus comme personne? On parle de cybersécurité Quand on mélange votre parcours en général, vous avez été, directeur d'école, vous êtes un petit peu plus dans la cybersécurité, on a dit que vous êtes un enseignant à la retraite, un consultant chez Edunovis. Est-ce qu'il y a un parcours de votre vie que vous vous dites « Ah, ça, c'est ma plus grande fierté ». Bien, quand je regarde en arrière, ou je prends un pas de recul, pour citer Ken Robinson ou Sir Ken Robinson, c'est que l'éducation, c'est un système humain. Puis on a tendance des fois à essayer de mettre des choses mécaniques au travers de ça. Tu sais, on essaie de contrôler, on essaie tu sais, puis il y a des choses qu'il faut qu'elles soient faites, là, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des humains. Puis ces humains-là, ben veut pas, c'est eux qui vont pousser notre chaise roulante plus tard quand que nous, on va être vieux. Fait qu'il faut faire un petit peu attention à tout ça. Puis l'école n'est plus ce qu'elle était. Puis l'école ne devrait plus être ce qu'elle était. Donc, je l'ai dit souvent à des personnes hier et aujourd'hui, la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a du changement. Et puis, il va falloir qu'on apprenne à s'adapter à ça. Et puis moi, je me rappelle, 15 ans passés, c'était la fin du monde, penser à acheter un iPad dans une école. Puis là, maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Ouais, on est pas mal loin, là. Puis où est-ce qu'on va être dans 10 ans? On va probablement aller encore plus loin encore. Tu vas peut-être avoir l'entrevue avec un robot ou quelque chose. C'est ça. Mais c'est pour dire que c'est pas très important cette partie-là, mais ce qui nous rend parfait comme être humain ou comme enseignant, c'est qu'on est imparfait. Puis ça, faut pas le perdre, ça. Puis des fois, on est tannant, puis on pose des questions, puis on est critique. Mais ça, c'est important de le faire aussi. Puis moi, j'ai tout le temps, il y a un mot que j'ai appris. Moi, j'ai tout le temps pensé que j'allais être le meilleur directeur d'école 2 jours avant la retraite. Parce que j'ai toujours appris de quoi tous les jours. Puis une des choses que je me rappelle, c'est qu'il y a un mot important, c'est le sens. Il faut que ça fasse du sens. Si ça ne fait pas de sens pour les jeunes, ils ne vont pas le faire. Ils vont peut-être le faire pour nous faire plaisir, puis parce qu'ils ont peur d'avoir une punition, ou ils vont le faire. Mais s'ils le font, puis on n'a pas besoin de leur demander de le faire, c'est incroyable. Puis imaginez si les membres du personnel, c'est la même chose. Ils le font parce que pour eux, ça fait du sens de le faire. Donc, si vous vous promenez dans les corridors de l'école, j'ose espérer que si vous demandez aux jeunes ou aux profs, pourquoi vous faites ça, le colloque? Ben, parce que pour nous, ça fait du sens de venir à l'école. On arrivait au mois d'août, puis il y avait des élèves pendant l'été, il y avait déjà un projet qui avait préparé pour le colloque. Donc, il était déjà en réflexion. Fait que, quand ça fait du sens, ben, tu as plus envie de mettre du temps, tu as plus envie de vouloir sacrifier, c'est un gros mot, là, mais tu veux t'investir dans quelque chose. Parce que pour toi, ça fait du sens. Ça fait que, je pense que s'il y a une leçon de clair, c'est de souvent se demander si ça fait du sens de faire ça, non? Puis si ça ne fait pas de sens, peut-être qu'on devrait faire d'autres choses. Effectivement. Puis avec les connaissances que vous avez, comment qualifierez-vous l'école de rêve? Donc, en 2025, avec tout le parcours que vous avez, les connaissances que vous avez, quelle serait l'école de rêve? Bien, écoute, ici, on avait commencé, je me rappelle, longtemps passé avec un petit labo créatif. Puis à un moment donné, on a percé un mur. Puis à un moment donné, on a percé un autre mur. Puis à un moment donné, on s'est revenu vers la bibliothèque. Fait qu'on a commencé à penser que peut-être, finalement, l'école de rêve, c'est un grand labo créatif où ce que tout le monde peut aller faire quelque chose à quelque part. Ça ne veut pas dire d'aller faire du bricolage. Là. Parce que souvent, les gens ont tendance à dire « Ouais, mais ils font quoi? Là? Ils vont apprendre quoi? » Mais c'est d'être capable de dire aux jeunes, tu viens à l'école, voici un parcours qu'on te propose, tu as des défis là-dedans, il y a des choses que tu fais déjà, essayons de travailler ensemble pour faire en sorte que où ce qu'on te prend au mois de septembre, tu vas être plus en avance quand on va finir au mois de juin. Puis là, tu pourras faire des choix à travers de ça. Puis des fois, je vais t'imposer des choix parce que peut-être qu'en mathématiques, tu as besoin d'un petit coup de pouce ou quelque chose, mais on va faire un espace, puis on va être là pour t'aider. Fait que c'est pas facile, là. Je vous dis pas que... Mais c'est juste que c'est d'essayer de voir une école où que chaque jeune peut trouver sa place. C'est pas normal que quelqu'un finisse sur son secondaire puis il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Puis... malheureusement, on voit ça des élèves qui sont encore à se questionner, puis là, ils vont à l'université dans quelque chose, ils n'aiment pas ça, ils changent, puis là, ils se découragent.
il me semble qu'un projet de vie carrière, ça commence vraiment tôt. Puis si moi, j'étais recteur d'université, je commencerais à demander aux jeunes de 4e, 5e année, y en a-tu qui aimeraient des infirmières ici? Puis là, ça lèverait la main. Puis il y en a qui ne seraient pas sûrs. Ben venez, on va aller vous montrer c'est que le travail d'une infirmière. Puis là, en 5e année, on allume une petite lumière. Puis là, en 7e année, oui, vous autres, est-ce que ça vous tente encore? Puis à un moment donné, c'est un système qui se met ensemble pour dire aux jeunes, bien, on va être là avec toi, puis tu pourras choisir de devenir, par exemple, l'infirmière, la meilleure infirmière au monde. Tu sais, on va être là pour t'aider. Souvent, malheureusement, ça se fait par là. Ou bien, ma mère est infirmière, je veux être infirmière. Puis il n'y a rien de mal avec ça aussi. Là. Mais on parle aussi tous les élèves. Donc, c'est pas évident là, que tous les élèves trouvent leur place présentement, mais on travaille pour ça. On les prend dans notre main, puis on dit « Suis-moi, je t'amène vers la voie, je te présente les opportunités, tu choisiras ce qui te plaît. » Voilà. Puis moi, je compare souvent ça à un buffet chinois. Là. Ouais. Quand tu arrives avec ton assiette, tu ne peux pas tout mettre dans ton assiette, mais tu peux goûter. Puis si tu aimes ça, tu peux retourner. Hein? Puis le problème avec l'assiette, bien, c'est nous qui sommes en contrôle de cette assiette-là. Ça fait que c'est nous qui décidons ce qu'on met dedans. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'en mettre parce que ça déborde. Fait que même si tu fais de la maths 3 heures par jour, tu ne vas pas nécessairement devenir meilleur en maths. Là. On l'a déjà vu, puis même souvent, ça fait l'effet contraire, c'est qu'on écarte les jeunes. Là. Ça fait qu'à un moment donné, si tu as 1 heure de maths, il faut que tu te questionnes, est-ce que c'est 1 heure de qualité ou 1 heure de quantité? Puis à un moment donné, c'est possible d'aller chercher 15 minutes là-dedans, aller avec 45 minutes de plus de qualité, puis le petit 15 minutes qu'on a sauvé, on peut mettre ça dans notre banque, puis aller faire justement des activités au labo créatif ou faire des choses. Là. Oui, parce que comme enseignant, c'est facile de tomber dans le programme, puis le stress d'avoir à passer le contenu, hein? Puis de se questionner un petit peu des fois sur la pertinence, ça pourrait être pertinent. Voilà. Puis souvent, il y a des jeunes qui ont déjà appris ce qu'on enseigne. Ça fait que peut-être qu'eux pourraient y aller tout de suite. Là. Puis ça va me donner un groupe réduit de jeunes pour pouvoir faire plus d'interventions. Mais c'est pas évident. Puis c'est pas. Puis on n'ose pas des fois prendre des risques parce que la culture organisationnelle ne nous le permet pas, ou on se fait taper ses doigts, ou on se fait regarder de travers. Ça fait que c'est là qui est important. Donc, ici à l'école, on a eu la chance de développer cette culture-là basée sur la confiance, basée sur. Tu sais, les profs savent quoi faire. Ça fait que laissons-les tranquilles. Puis si ils ont besoin de... Moi, je me voyais comme un peu comme un jardinier. Là. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, je m'occupais de leur donner ce qu'ils ont besoin d'eau. On amène de l'eau. Ils ont besoin des graines. On emmène des graines. Mais c'était pas... on n'a pas de budget. Tu sais, on trouvait tout le temps des solutions. Puis c'est pas évident, mais c'est juste qu'à la fin de tout ça, c'est beaucoup plus valorisant. Puis, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller chercher les affaires. C'est que les profs se prennent en main eux autres. Ils deviennent entrepreneuriales de leur enseignement. Fait que ça, c'est intéressant. Mais Roberto, je te dis un immense merci pour cet échange super riche et pertinent. J'espère que tu as apprécié notre discussion. Tu nous as offert un regard super précieux sur l'existence du Cours Leclerc, sur aussi ta présence en cybersécurité, l'importance de mettre ça dans nos écoles aussi, d'en parler avec les adultes pour justement bien accompagner les jeunes par la suite. Donc, un gros merci, puis je suis certaine que ça va résonner auprès de nos auditeurs qui écoutent le balado ici avec nous. Donc, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour un prochain balado. Merci beaucoup. Et si l'innovation éducative n'était pas une montagne, mais une série de petits pas? Quel premier pas seriez-vous prêt à franchir demain pour insuffler l'esprit entrepreneurial dans votre école?